Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres du journal. Comment élever les enfants sans claque ni fessée, sans menace et sans punition? La communauté internationale y consacre une journée. La journée mondiale de la non-violence éducative est célébrée le 30 avril de chaque année. Ce 30 avril, c'est également la journée du jazz. L'objectif est de sensibiliser la communauté internationale aux vertus du jazz et de faire la promotion de cette musique qui adoucit les mœurs. Le harcèlement au travail a de lourdes conséquences, aussi bien sur le travailleur que sur son rendement. Comment y faire face? Une psychologue clinicienne nous en parle. Le jazz, un genre musical considéré comme vecteur de rassemblement des peuples. Ce 30 avril, le thème retenu pour marquer la journée internationale du jazz est « Origine et route du jazz africain ». Quel est l'état des lieux du jazz au Bénin? Serge Poyon, artiste-chanteur, nous fait découvrir le jazz dans ce reportage de Michaela Adagbenon présenté par Ulvaeus Balogun. La bossa nova. C'est un genre musical qui rassemble des hommes et des femmes partageant le même idéal. Créé à la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle aux États-Unis par les Afro-Américains, le jazz serait d'origine africaine. Le jazz a évolué dans le temps, mais en partant d'un continent que l'on appelle l'Afrique, et l'Afrique noire. Donc pour moi, ce ne sont pas les rythmes du Bénin qui ont été transportés aux États-Unis et sont devenus le jazz. Ce ne sont pas les rythmes uniquement du Sénégal, ce ne sont pas uniquement les rythmes du Congo ou de l'Afrique australe. C'est tout cet ensemble-là qui a été transporté par nos ancêtres, les esclaves, qui, une fois de l'autre côté de l'Amérique, après avoir traversé l'océan Atlantique dans les raisons que l'on sait, ont cherché à retrouver la rythmique d'origine. C'est donc un mixage de tous les rythmes venant d'Afrique. Plus tard, cette sonorité a été exportée dans le monde et aussi au Bénin. Malheureusement, les chanteurs béninois spécialistes du jazz se font rares. En effet, ce style musical impose le respect de quelques principes de base. Étant donné la spécificité du jazz, beaucoup parmi les artistes musiciens qui pratiquent le jazz se noient dans d'autres formules musicales. Vous avez par exemple des individualités, des musiciens qui, en tant qu'individus, sont bons musiciens de jazz, ont tout à fait compris la technique de la musique, mais pour des raisons alimentaires, pour des raisons de pratique professionnelle, pour des raisons d'intérêt de toutes sortes, préfèrent se noyer dans des groupes plus structurés, ce qui fait qu'ils perdent leur spécificité de jazz. Vraiment, il y en a énormément parmi les musiciens du Bénin, énormément. Chaque année, une ville différente est sélectionnée pour accueillir ce festival international. Ainsi, cette journée est l'occasion pour mettre en évidence, à travers le jazz, l'identité africaine et le potentiel créatif du continent qui a inspiré cette musique. En dépit de l'interdiction du châtiment corporel au Bénin, nombreux sont les éducateurs qui continuent de s'adonner à la pratique. Quelle alternative pour remplacer les châtiments corporels dans l'éducation des enfants? Nous en parlons ce 30 avril, journée consacrée à la non-violence éducative au plan international. C'est dans ce reportage de Aurélie Sauton. Le châtiment corporel, autrefois considéré comme une pratique pédagogique indispensable dans l'éducation, se révèle contre-productif. Non seulement il ne favorise pas l'apprentissage de l'enfant, mais peut être dangereux pour son développement du fait des dégâts physiques et psychiques qu'elle engendre. Le châtiment corporel est un signe de faiblesse. Chaque fois que je soulève mon bâton, j'avoue que je suis incapable de communiquer. Donc c'est un signe de faiblesse. Un signe de faiblesse dont l'une des conséquences, c'est que l'éducateur, l'adulte, lorsqu'il passe son temps à punir, frapper, ne se sent pas heureux.
et n'atteint donc pas son objectif. Le résultat n'est pas efficace. Et de l'autre côté, l'enfant qui est battu, maltraité, ne se sent pas aimé. Et ne se sentant pas aimé, il ne grandit pas heureux. Et donc nous produisons dans la société des individus qui ne grandissent pas épanouis dans leur corps. Face aux limites de cette pratique aussi vieille que le monde, de plus en plus d'États prennent des engagements et adoptent carrément des législations et autres tests interdisant la violence éducative. C'est le monde entier qui se pose ces questions-là. Ce qu'on constate ici, c'est que nous avons pris des lois pour dire désormais ça va être puni, on ne doit plus taper les enfants, il faut faire attention, etc. Mais encore une fois, cette dimension de formation au dialogue n'est pas très promue par des institutions internationales. Dans un contexte où les comportements vertueux et les bonnes mœurs sont foulés aux pieds dans nos sociétés, bannir le châtiment corporel peut s'avérer inquiétant. Plusieurs alternatives sont donc proposées. Il ne s'agit pas de passer d'une éducation violente à une éducation permissive. Ce n'est pas ça l'alternative. L'autorité de l'adulte dans un système éducatif peut se faire par la présence agissante, le fait de prendre la primauté dans la relation et non d'être dans une position d'un monstre, même si le thème est un peu fort, que l'on craint. Mais le simple fait de sentir que vous êtes fâché suffit, par exemple, pour qu'un enfant comprenne que la direction qui est prise là est une mauvaise direction. Une alternative, c'est d'accepter de se faire former. C'est pour susciter la mobilisation afin de promouvoir la discipline positive en famille, comme à l'école ou dans d'autres situations d'apprentissage, qu'une journée internationale de la non-violence éducative est instaurée. Elle est célébrée le 30 avril de chaque année depuis 2004. Les violences sexuelles sur les lieux de travail pourraient avoir de nombreuses conséquences sur la santé mentale de l'employé, une situation qui impacte négativement le rendement du travailleur. Segbede Aligonon, psychologue clinicienne, nous apporte plus d'éclaircissement au micro de Marianne Bossemede et Nadège Sani. Les personnes qui sont victimes du harcèlement ou des violences sexuelles au travail pourraient développer des comportements psychologiques pathologiques. Les personnes peuvent devenir méfiantes, évitantes ou anxieuses. D'abord, c'est la motivation qui va être touchée. Parce que s'ils sont violentés, s'ils sont harcelés, ils vont commencer par avoir un manque de confiance en eux-mêmes. Ils vont commencer par douter de leurs propres compétences. Ils vont développer des mécontentements, des frustrations. Surtout si ces problèmes ne sont pas réglés. Et du coup, la collaboration avec les autres sera en difficulté. Et la productivité elle-même sera en difficulté. Le relationnel avec l'entourage au boulot, avec l'employeur ou avec les collaborateurs, tout ça sera en difficulté. Du coup, ce qui est demandé à l'employé qui vit ces perturbations-là, même si elle a la bonne volonté, elle ne peut plus. Parce qu'elle serait soit dans des anxiétés ou des formes de dépression. Donc du coup, elle ne peut plus fonctionner normalement comme cela se doit. Et ça ira au-delà du boulot. La première possibilité d'accompagner quelqu'un qui est dans un problème de harcèlement sexuel, c'est de lui offrir un espace d'écoute et de confiance et de confidentialité qui lui permet de dire les choses dans une oreille qui ne la juge pas. Donc après l'écoute, il faut voir est-ce qu'il y a des problèmes à régler. Il faut utiliser des techniques de résolution de problèmes pour régler avec la personne des problèmes qui se posent sur le lieu de travail. Peut-être en termes d'organisation du travail, en termes de situation de l'emploi même, en termes de sécurité de l'emploi même. Il faut utiliser des techniques de résolution de problèmes pour l'aider à régler ces problèmes-là. Au Sénégal, une nouvelle maladie décime les élevages de lapins à Dakar et à Thiès. Un virus très contagieux et mortel est à l'origine de cette maladie. Toutefois, le virus n'est pas transmissible à l'homme, selon les services du ministère de l'élevage. Reportage Abbas Sow. Le taux de morbidité et de mortalité sont respectivement estimés à 95% et à 71% chez les lapins. Le virus hémorragique serait
La cause. Sur ce terrain, les signes cliniques font penser à une forte présomption de la maladie hémorragique virale. Une forte présomption sur le calicivirus qui ne laisse aucune chance aux cuniculteurs. Ce virus est apparu en 1984 en Chine, 4 ans après en Europe et en Amérique. En Afrique, la maladie est apparue au Bénin en 1995 et au Sénégal en 2020. Quelles sont les mesures barrières pour limiter la propagation de ce virus? J'ai recommandé donc aux éleveurs, aux cuniculteurs, vraiment de mettre l'accent sur les mesures de biosécurité. Donc, quand ils acquièrent donc, des reproducteurs, la première chose à faire, on a dit, c'est de mettre ces lapins-là en quarantaine, 15-20 jours, avant de les introduire dans les cheptels. Et au niveau même du bâtiment, mettre genre bac ou avec de l'eau de javel, c'est ce qu'on appelle les puits du livre. Et que le personnel ou l'éleveur peut mettre ses bottes pour éviter vraiment de transporter la maladie. Et en cas aussi de malade, qu'il isole le malade, procède donc avec l'appui bien sûr des techniciens à l'antibiothérapie pour éviter les surfections bactériennes, bien que ce soit une maladie virale. Et ensuite, maintenant, les cadavres, on leur a dit, il faut les enfouir entre 2 couches de chaux vives ou bien les incinérer et donc les enfouir pour éviter donc vraiment la contamination. Les lapins de la basse-cour des régions de Dakar et de Thiès sont les plus touchés par ce virus à l'origine de la maladie hémorragique du lapin. Déjà, avec ces nombreuses pertes, les techniciens de la santé animale envisagent l'importation du vaccin et la reconstitution du cheptel au grand bonheur des cuniculteurs du Sénégal. Les exportations de riz vont reprendre normalement au Vietnam à partir du 1er mai. Cette décision implique une suppression du quota à l'exportation de 500 000 tonnes de riz fixé en avril dernier afin d'assurer un approvisionnement confortable du marché intérieur face à la pandémie du coronavirus. Il faut noter que la mesure devrait participer un peu plus à la stabilisation du marché mondial du riz. Il y a bientôt 2 semaines, l'Inde, premier exportateur au monde, s'est remis à autoriser de nouveaux contrats à l'exportation après environ 3 semaines d'arrêt. Avec ces différentes manœuvres, de nombreux analystes indiquent qu'une intervention de la Chine, qui détient 60% des stocks mondiaux sur le marché mondial, n'est désormais plus nécessaire. Selon les autorités vietnamiennes, le pays possède un stock compris entre 6,5 et 6,7 millions de tonnes de riz destinés à l'exportation en 2020. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.